Salut YouTube, on se retrouve pour la lecture du chapitre 185 de la saison 3 de Tower of God, le 602 en tout. Et du coup, salut à ceux qui lisent pas. Passez une bonne soirée. Et on va commencer avec un petit peu de sel. Pour changer, on va insulter des Coréens. Et en même. Après, je vais pas trop détailler. Mais en gros, le tout dernier chapitre de Tower of God s'est tapé les pires notes depuis le début du webtoon, je crois. Je crois qu'il s'est tapé un 2,5 de moyenne, un truc comme ça. Vraiment une note de merde, quoi, genre. Et en vrai, je sais pas pourquoi, parce que du coup, je lis pas ces chapitres-là. Mais globalement, enfin, de ce qu'on m'a dit sans me spoiler, c'est pour des raisons de merde. C'est pour des raisons de merde encore. Parce que les Coréens ont des goûts de merde. Donc bon. Écoutez, est-ce que c'est surprenant? Non. Je suis sûr, bah justement, on parlait tout à l'heure. Je suis sûr il râle parce que ça doit être un truc du style oh l'histoire traîne trop, ou genre, ah non peut-être ou alors qu'il râle parce que Stu a commencé un autre jeu, ou alors il râle parce que je sais pas, parce qu'il y a un détour sur des personnages secondaires. J'en sais rien du tout. Mais je pré-shot, c'est un truc comme ça, tu vois. En fait, les Coréens, ils sont vraiment casse-couilles parce que... Enfin, les Coréens. Les anglophones aussi, en vrai. Non, en vrai, les anglophones, non. Parce que... Les anglophones, eux, au moins, ils râlent tout le temps. Genre, vraiment, les anglophones, toutes les 2 secondes, ils se plaignent, tu vois. À chaque chapitre. En fait, ils sont constants dans leur aigreur. Alors que les Coréens, ils peuvent te sucer... Et le lendemain, te détruire pour un truc de merde, tu vois, genre vraiment... Parce que les notes de Tower of God, elles s'est remontées à... Genre, ils se tapaient des 9,8 et tout. Et d'un coup, c'est passé à 2. Et je suis sûr que c'est pour une raison de merde, parce que... Je veux dire, jamais un webtoon, encore moins Tower of God, parce que Tower of God, c'est quand même assez constant dans la qualité depuis 12 ans, maintenant. Non, 14 ans, même. 14 ans. Donc je veux dire, ton webtoon il devient pas catastrophique en un seul chapitre. Ça n'existe pas. Surtout en plein milieu d'un arc. Je veux dire, c'était pas comme s'il faisait une révélation à la con, ou qu'il one-shotait un personnage, j'en sais rien. Donc non, je veux dire, c'est vraiment des gamins capricieux qui ont aucun recul sur ce qu'ils lisent, tu vois. Ils se disent pas, ah tiens, peut-être que s'il fait ça à tel chapitre, c'est qu'il construit un truc pour plus tard, machin, et tout, il fait du build-up. Non, ils réfléchissent plus à ça, ils veulent leur truc à la con, et tout. Et hop, ça continue. Bref, voilà. Imagine, Rachel vient de tuer Drew, Fantaminium et bam, en une seule attaque. Mais tu vois, je suis sûr, en plus, ce genre de truc, il mettrait des notes qui seraient moins pires, parce que ils seraient plus... comment ? Limite, ça leur plairait, ça se trouve, d'avoir le choc. Tu vois, genre d'avoir un plot twist. Et ils vont être là, oh, c'est inattendu, j'aime bien. Tu vois, en vrai, enfin bref, ils sont horribles, ils sont horribles. J'espère que Shu, il regarde pas les notes, vraiment. En fait, le souci de Tower of God, c'est que c'est une œuvre destinée à un public passionné, voire élitiste, qui est consommée par un public de masse. Ben, je suis pas tout à fait d'accord, dans le sens où je pense que... Enfin, tu vois, la plupart des gens qui justement ont pas forcément envie de se mettre à fond dans Tower of God, quand ils lisent d'une traite, bah, ils kiffent ce qu'ils lisent. Hein.
Même des gens qui sont pas du tout en mode à fond, à vouloir tout comprendre, bah ils passent un bon moment, tu vois, c'est quand même assez divertissant de base. Peut-être qu'après, pour la lecture en hebdomadaire, c'est plus compliqué. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui justement, ont la flemme, c'est sûr, de rentrer à fond dans un univers, tu vois, qui vont lire, vont se mettre à jour sur Torvod, après ils vont arrêter de lire, tu vois, ils vont drop, ils vont laisser 50 chapitres et après rattraper tout d'un coup, tu vois. Ce qui est en vrai une méthode de lecture qui est pas nulle en soi, qui est bien. Qui est bien aussi, tu vois, ça se vaut. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup des comme ça, donc il y a peut-être ce côté-là un peu de ouais, quand t'es pas à fond dans le truc, ça peut être un peu compliqué à suivre et du coup t'as pas forcément envie de... T'as pas d'intérêt à chaque fois à revenir sur chaque chapitre. Il y a peut-être un peu de ça. Mais... ça je comprends. Mais... mais c'est pas élitiste ou quoi, tu vois, genre... Je pense que tu peux apprécier ça sans forcément te prendre la tête. Et oui, noter un chapitre sur 10 à chaque semaine, c'est complètement con. Ouais. Genre, comme si le chapitre en soi pouvait être pris indépendamment de tout le reste. Tu vois, genre, comme si un chapitre pouvait pas gagner en valeur après les chapitres qui suivent. Je veux dire, c'est complètement con. Hein. Les chapitres, rien que les chapitres du début de Tower of God, ils sont tellement plus puissants quand tu connais la suite. Je veux dire, si tu les jugeais au tout premier chapitre, ça n'a aucun sens. Mais ça, c'est la digne continuation du... Comment de ce que faisait déjà le Jump avec les mangas du Jump. Hein. Genre, bon là, c'était pas des notes, mais c'est le classement qu'ils font chaque semaine du manga et tout. Puis qui peut mener à des trucs de merde du style... Bon, on a parlé de Jujutsu Kaisen tout à l'heure, mais tu vois, le truc de faire des plot twists choquants où t'as un tel mec qui se fait one-shot alors qu'il était super balèze en fin de chapitre, pour donner envie de suivre à lire, pour choquer à la fois à chaque chapitre et espérer faire un bon classement, tu vois, c'est un truc typique qu'on peut retrouver dans des mangas du Jump. Vraiment, genre les cliffhangers forcés un peu, tu vois. Là, les chocs valus. Webtoon, c'est ça, mais en pire, parce que c'est des notes, carrément. Non, vraiment, c'est affreux, c'est affreux. One Piece en a eu pas mal aussi. Oui, j'en parlais aussi dans l'introduction du live. C'est limite une logique de flicage constant par la note. Ouais, non mais littéralement. Hein. Littéralement. Bref. Oui, non mais les conditions de travail... En vrai, les conditions de travail, on en a déjà parlé plein de fois. Hein. On sait, elles sont affreuses. C'est devenu un lieu commun de le dire. Bref, on va quand même lire le chapitre au lieu de juste gueuler. Même si... on est tout à fait légitime de gueuler. Ah oui, parce qu'on s'était arrêté sur une dinguerie, hein. On s'était arrêté sur une dinguerie, franchement, le chapitre d'avant. Avec le fameux Enkidu et... Ah ben, merci pour le follow. Le fameux Enkidu avec l'ancien Chara Design de Traumere. Enkidu. Vous ne vous en souvenez sûrement pas très bien, mais cela vous préoccupe, n'est-ce pas? Chaque fois que vous essayez de vous endormir, le nom de cette bête vous revient, et votre sommeil est agité, je me trompe. Quoi il parle? Vous souhaitez découvrir son identité, non? Ah, Bamisei.
De toute façon, même si je veux le savoir, il me suffit d'entrer après avoir éliminé tous ceux qui se mettent sur mon passage. Pourquoi devrais-je m'embêter avec ce jeu que tu as mis en place? Vous ne pouvez pas faire ça. Notre chef de famille a déjà donné son accord pour ce jeu. Et si vous ruinez ce tournoi, cette chose pourrait être tuée avant même que vous ne vous rencontriez. Quoi? Faites votre choix. Vous pouvez accepter le jeu et avoir une chance de rencontrer Enkidu. Vous laissez tomber cette opportunité et semer le désordre comme vous l'aviez prévu. Il me dit de participer à un jeu mis en place par ces petits insectes. Gustang, à quoi pense-t-il au juste? D'accord, bien que ça ne me plaise pas. Je vais écouter en quoi consiste ce jeu. Oui, j'avoue. Bam qui fait le gatekeeper. Mako, elle a du mal à suivre. T'as par contre je parle de double page. Même pas, c'est juste un long panel vertical. Je pense que Shu, quand il fait ce genre de case, je pense qu'il a complètement abandonné l'idée d'adapter le webtoon en tome physique jusque-là. Genre, ça, jamais il le met dans un tome, ça. C'est Taco qui a une note de 2,8. Mais tellement. Encore, vous voyez, encore un exemple. Et en vrai, il se fait plaisir, là. Franchement, il se fait plaisir. Là, en termes de mise en scène... Ah, là, il se fait plaisir. Mais il arrive bien à donner le sentiment de gigantisme du truc. Parce que tu vois, t'as vraiment ce truc-là de... comment? Tu vois les racines qui, au loin, sont minuscules, qui s'étendent sur des kilomètres et des kilomètres. Et t'as vraiment ce truc-là de plus tu te rapproches, plus tu te rends compte qu'en fait les racines elles sont grosses, qu'elles sont entremêlées, que c'est un entremêlement de plusieurs racines, et que là genre juste ils en sont sur une seule et que juste un petit bout de racine c'est déjà un truc de fou quoi. Bref, belle technique de mise en perspective, belle technique de mise en avant du gigantisme. C'est bien vu. Le bourgeon. Bon après le décalage, oui c'est ça les images de synthèse. Le décalage entre ouais enfin ça fait un peu bizarre le rendu 3D et tout avec l'eau et tout. Ça fait un peu comment dire. Ça n'a pas trop sa place là. Enfin c'est pas que ça a sa place, pas à sa place mais ouais ça fait une dissonance un peu. C'est pas un peu trop grand pour appeler ça un bourgeon? Où aura lieu la partie d'échecs au juste. Le grand show aura lieu à l'intérieur du bourgeon, au centre. Une table a été préparée pour votre tournoi entre chefs de famille. Je vais vous expliquer le jeu auquel vous allez participer pour atteindre cet endroit. Le jeu consiste à tuer tous les pions du jeu d'échecs. Tuer les pions? Oui, pour faire simple, vous allez devoir tuer ou voler les pions de l'autre, comme l'indique le nom. Les pions restants seront utilisés pour votre tournoi entre chefs de famille. Si l'un de vos pions, à vous ou Gustang, meurt dans ce jeu, vous participerez au tournoi avec un pion manquant. Comment on peut tuer des pions? Ne me dites pas que tu es perspicace. Donc en gros, ça va être... les pions, ça va être des vrais gens. Vous tous ici présents, vous êtes les pions. Nous sommes les pions, on n'a jamais accepté de tenir ce rôle. Vous ne deviendrez pas de réels pions, je vous demande juste d'en être le symbole.
Pour être précis, vous symbolisez les pions de Monsieur Gustang dans ce jeu. Vous représenterez chacun des pions qu'il utilisera lors du grand tournoi. Si vous mourrez lors du combat ou faites attraper par l'équipe de Traomere, Monsieur Gustang perdra le pion que vous représentez. Alors je confirme, je ne vais pas participer. Si vous refusez, vous serez tué par Traomere de toute façon. Donc ferme-la, idiote de princesse. Tu vas pas nous dire quel pion représente chaque personne? Non, cette information ne sera transmise qu'à la personne concernée. Ce n'est pas amusant si vous le savez. Bien, ça ne change pas grand chose de toute façon, je pense pouvoir tous les attraper rapidement. Vous ne pouvez pas. Les chefs de famille ne peuvent se battre directement que pour attraper le roi. Seules les personnes représentant vos pions peuvent participer au combat. Si vous usez de votre pouvoir pour attraper un autre pion que le roi, vous serez disqualifié. Le roi, il y a aussi un roi parmi nous. Oui, le jeu ne peut pas fonctionner sans roi, n'est-ce pas? Si l'un de vous remporte le roi, et que celui-ci ne peut pas être amené au lieu du grand show, que ce soit le grand tournoi ou quoi que ce soit d'autre, le jeu sera terminé. Le grand tournoi commencera dans 2 heures. Les pions qui auront survécu et ne seront pas fait attraper pendant le jeu seront utilisés par les chefs de famille tout pour leur partie. Si le jeu dure jusqu'à l'heure décidée pour le tournoi, seuls les pions qui ont tenu jusque-là seront utilisés. Bien sûr, en supposant que les chefs de famille ont su protéger leur roi. Attends. Qui est officiellement derrière la gestion du jeu au fait? Un admin, un gardien, un groupe de guides. Je pense que c'est... Bah, de toute façon, les jeux, c'est quasiment tout le temps les gardiens qui sont derrière. Enfin, les gardiens, les admins. Admin, gardien, c'est la même chose, hein, c'est juste la strat qui change. Et sachant que les admins sont au-dessus même des irréguliers comme Traomere, donc forcément... C'est la seule entité au monde qui peut forcer les chefs de famille à se plier à des règles. Hein, donc, même si je ne peux pas attraper les opions, je peux attraper le roi moi-même. En sachant que mes adversaires sont des réguliers, ce jeu m'est vraiment favorable. Non. Pourquoi la famille Pobizo me propose-t-elle un tel jeu? Un jour plus tôt, zone de combat. Monsieur le commandant, j'ai beau fouiller, je ne pense pas que les chefs de branche soient ici. Il y a des cadavres de soldats, mais j'en ai trouvé aucun survivant. On dirait pourtant bien qu'il y a eu un combat ici. Où sont-ils tous passés? On a pourtant eu un signal de détresse, est-ce que ce serait un piège? Ah, une tortue. Grand frère Robadon. Quoi? Il est minuscule. Pococo. Grand frère, vous êtes venu. Que s'il passait Pococo? Eh bien, la famille Pobido nous a téléporté jusqu'ici, puis ils ont tué tous ceux qui résistaient et kidnappé ceux qui se sont rendus. Pour faire un jeu ou je ne sais quoi. Un jeu. J'ai à peu près cerné les règles du jeu, je comprends aussi comment ont été choisis les pions de Gustang, mais comment seront choisis les miens? Bien sûr, exactement comme pour Monsieur Gustang, nous avons préparé des personnes qui vous représenteront vos pions. Ça. Ah bah ça doit être les chefs de branche du coup. Une cage. Monsieur Traomere. Mes chefs de branche. Un jeu? De quoi tu parles? Eh bien je ne sais pas vraiment non plus. Il semble avoir emmené les chefs de branche qui ont capitulé pour participer à un jeu. Qu'est-ce qu'il a dit déjà? Ah oui, qu'il voulait voir le chef de famille s'effondrer à cause de ceux qu'il dirige.
C'est vrai que ça serait marrant. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Malheureusement, ils sont tombés dans un piège alors qu'ils attaquaient notre famille. Puis ils ont été attrapés et amenés ici. Bande d'idiots. Je comprends la situation, ils vont donc représenter mes pions dans ce jeu. Exactement, ils représenteront chacun l'un de vos pions. Et s'ils meurent, vos pions disparaîtront aussi. Ils ont promis à l'administrateur qu'ils participaient... Ah bah tu vois, ils le disent là juste après. Ils ont promis à l'administrateur qu'ils participeraient tout en mettant leur vie en jeu. Donc si jamais vous refusez de jouer, ils mourront tous. Quelle est votre décision? J'accepte le jeu, de toute façon je ne compte pas perdre. Vous manigancez sûrement quelque chose, mais peu importe ce que c'est, vous allez le regretter. Oui, oui, j'attends de voir ça. Au même moment, à l'entrée opposée du bourgeon. En vrai, le jeu, je pense qu'il y a moyen qu'il soit cool. Hein. Armée Pobido. Ah, est-ce que ça va être le Fugue? Est-ce que ça va être Urek? Le voilà. Est-ce que ça va être Gustang? Le plus puissant des soldats Lopobia. Ah non, bah non, je suis con, c'est Robadon. Robadon de l'armée de campagne. Armée Pobido, honnêtement, je ne voulais pas vous affronter sur le champ de bataille, mais c'est vous qui avez déclenché cette guerre, il ne devrait donc y avoir aucune rancune entre nous. Même si je dois vous transpercer en plein cœur pour ça, je vais me rendre au bourgeon près de notre chef de famille. Robadon du pâté de campagne. Mais oui, je sais qu'ils ont changé les noms, mais écoutez. Vénère le Robadon. Mon attaque a été bloquée. Qu'est-ce que... Au sein de l'armée Pobido, une seule personne peut utiliser un bouclier aussi étendu, aussi puissant. Celui qui est second dans la hiérarchie. Proust. C'est un film qui s'appelle Proust. Ce combat va me donner du fil à retordre. Toutes les troupes. Protéger le lieu du grand show. À l'attaque. Ok, let's go. Ok. Bon bah ça promet en vrai. En vrai ça promet. J'aime bien le jeu. Je pense qu'il va y avoir d'autres règles et tout. Bizarre l'arrêt aussi long sur cette case. Tu parles de quelle case? Proust le Goth. Lui aussi il était dans la saison 2 je crois. Oui, il était dans la dernière page là. Le fameux A rift has begun to form. Il y avait tous les Pobido. C'est qu'on a eu Giscard aussi, c'était très drôle ça. Dumas second, Proust second. Dumas il considéré comme second?
Ouais, dans ma tête, Dumas, ça avait l'air d'être le type le plus balèze du groupe. Troisième? Ok, d'accord. Et du coup, ouais, le premier, c'est Gustang ou c'en est un autre encore? Robadon qui n'a toujours pas compris qu'il se peut se faire one-shot par Gustang matin, midi et soir, son offensive est vaine. Bah je pense que, ouais, je pense que Gustang, oui, il doit faire autre chose là. Enfin, ouais, j'en sais rien. Ah, je suis claqué par contre. Je pense qu'on va pas trop tarder. En plus, encore que j'aille me doucher un coup. Et demain, je bosse. Malheureusement. En tout cas, le chapitre était vachement cool. Je pense que c'est Gustang le premier, puisque Kirin, elle seconde sa famille. Il a vraiment l'air de dominer tout le monde après, et d'avoir plus de responsabilités. Après, là, il parle de Robadon comme si c'était le mec le plus fort des Pobido, donc je sais pas. Des Lopobia, pardon. L'arrivée du Fugue et du Volexong va être terrible. Ah, ça va être... De toute façon, la fin d'arc, ça risque d'être un bordel monstre. Hein. Voilà, lorsqu'on raconte trop sa vie. Et ouais. C'est mon problème. Enfin bref. Après, je pense que les classements de force à ce niveau-là n'a pas trop de... Oui, oui, c'est vrai. De toute façon, en vrai, ça dépend vraiment des spécialités de chacun. Hein. Genre, ça se voit... Genre, typiquement, je pense que Dumas, c'est un... Dumas, c'est un DPS, et Proust, c'est un tank. Pour parler en termes très simplistes. Mais moi, je suis éteint, je suis sorti pour courir cet après-midi, je me suis tapé une grosse pluie. Ah ouais. Ça arrive. Encore la pluie, quand c'est pour courir, ça va, je trouve ça pas trop gênant. Pour le vélo, par contre, c'est trop chiant. Mais courir, moi, sous la pluie, ça me gêne pas. Surtout en ce moment où il fait pas froid. La pluie, c'est surtout gênant quand il fait froid, parce que quand t'es mouillé, t'es tout de suite gelé, donc... Et non, c'était pas lui le chapitre noté comme de la merde. Imagine le Slack qui transperce Traumera comme a fait Macheni envers Hajin Sung. Bah, je pense pas que ça marche, parce que... il me semble que les chefs de famille sont tous immortels, entre guillemets. Et que du coup, il y a qu'un irrégulier qui peut les tuer. Je suis pas sûr de... Je suis pas complètement sûr de ce que je dis, parce qu'il y a tout un flou là-dessus, justement, sur le fait qu'ils soient immortels. Et que du coup, il y a que les irréguliers qui peuvent le tuer. Sauf que d'un autre côté... comment? Il y a aussi cette histoire de contrat avec la tour qu'a fait le roi, qui l'empêche d'être tué et tout, et on sait pas si c'est ce contrat-là ou le contrat d'immortalité qui... Bon, enfin bref, c'est toute une histoire compliquée. Mais je crois que les irréguliers peuvent se tuer qu'entre eux, quoi. Enfin, les chefs de famille peuvent se tuer qu'entre eux, il me semble.
Luciac utilise des sorts, donc peut-être qu'il y a jeu. Bah, c'est vrai que les sorts, c'est quand même un truc hyper mystérieux, hyper spécifique, donc c'est un truc un peu tricky, quoi. Tu peux niquer des mecs 100 fois plus forts que toi avec des sorts à la con. Il y a différents contrats capacité entre immortel ou invincible. Bah justement, Jahad a l'air d'avoir un contrat d'invincibilité avec son contrat de roi. Alors que tous les grands guerriers, les chefs des 10 familles, Jahad, Arlen, V, bah, sauf V du coup. Et sauf Blood Matter, mais qui l'a un peu quand même, parce que c'est un peu particulier. C'est des types qui ont eu le contrat d'immortalité. Je veux dire, Arlen a essayé de se suicider en boucle et n'a pas réussi, parce qu'elle était immortelle. Donc, donc c'est pour le coup, l'immortalité, c'est que ça a l'air de bien marcher quand même. Parlant d'invincibilité, l'armure de Caraca ne fonctionne pas avec les irréguliers. Bah, ça c'était dit à un moment, je crois. En fait, Caraca, son armure, elle le rend pas invincible, entre guillemets. Elle lui permet juste de... Comment en gros, grosso modo, de foutre son cœur dans une autre dimension, tu vois. Et il me semble qu'on nous dit à un moment, grosso modo, que un mec vraiment balèze, et donc n'importe quel irrégulier, serait capable de littéralement se TP à l'intérieur du monde dans lequel se trouve le cœur de Caraca pour le tuer, tu vois. Il me semble que ça a été dit récemment dans un chapitre, dans cet arc. Ou dans l'arc d'Uni, je sais plus. En tout cas, comment l'admin du deuxième étage a réussi à balancer, à téléporter Hansung Yu et comment qu'elle est là, Evankel à l'intérieur, donc je sais que c'est pas impossible. C'est toujours bizarre le fait qu'Arlen n'ait pas pu se suicider, en vrai ça m'a toujours fait tiquer. Ouais, il y a un truc un peu chelou, dans le sens où c'est une irrégulière et que du coup, si les irréguliers peuvent tuer les irréguliers, mais pas se tuer eux-mêmes. Ah, bref, c'est assez bizarre. Tissue fait vraiment de l'intertextualité entre À la recherche du temps perdu et les lunes d'argent, qui représentent dans la symbolique le temps qui passe, c'est un génie. Ouais, bah c'est peut-être juste une idée de design cool, tu vois. Genre, il s'est dit c'est quoi le... peut-être. Ouais, comment j'aime bien l'hypothèse, donc j'y crois. C'est dit que les chefs de famille peuvent tuer les autres chefs. Bah c'est quand même suggéré, quoi. Ouais, c'est bizarre, les contrats d'immortalité, ça leur sert à rien, avec le Shinsu, il vit déjà ultra longtemps, et dans la tour, personne peut les tuer. Ben, peut-être que ça servait à quelque chose au moment où ils gravissaient la tour, parce que faut savoir qu'à la base, enfin, après ça c'est du lore non canon, mais à la base, le contrat d'immortalité, ils l'ont passé au 100e étage. Si on en croit le lore non canon. Et à l'époque, ils étaient encore en pleine ascension, ils savaient pas s'ils allaient survivre à tout, tu vois. Mais je pense qu'il y a tout un truc autour de ce contrat, parce que ça a dû être un changement important dans leur psyché, je pense. Donc dans le contexte où ils ont passé le contrat, c'était même un contrat inutile. Ils n'étaient pas encore dans cette position de domination absolue qu'ils ont actuellement, quoi. Ils pouvaient encore se faire tuer par un random chineux. Donc bon. Il y a quelle est là, mais Evankel, sont-ils de la même famille? Non, je pense pas. Et d'ailleurs, ça s'écrit pas pareil. Quel, c'est sans H, je crois. Enfin, je sais plus. Je pense que quand tu écris genre plus de 500 personnages différents, il y a des noms qui commencent à se ressembler.
Oui, c'est Karaka qui le dit lui-même à la dernière station, à la fin de la saison 2, après que Evankel et Hansung se sont téléportés dans son cœur. Ok, d'accord. Pour vous qui gagne, Traumere vs Luslake, ben Traumere. An-Jahad, Adori Jahad, Bekryun, Melikwan, machin. Ok. Ça fait beaucoup là. Je suis pas sûr, mais il y a une intrigue sur ce contrat. Oui, il y en a une, De toute façon, ça va être un des points les plus importants du lore, je pense. Pas de problème du narrateur faillible, d'où on tient qu'ils sont immortels. Alors, on le tient de Garam, qui raconte le journal d'Arlene, où Arlene raconte qu'elle a essayé de se suicider, mais qu'elle n'y est pas parvenue, parce elle était devenue immortelle. Et où on nous dit que V, lui, par contre, souhaitant rester proche des habitants de la tour, n'a pas accepté de devenir immortel, et que c'est pour ça qu'il a pu se suicider. Voilà, comme on dit, hein, déjà l'histoire du suicide de V, elle est à prendre avec des pincettes. Donc oui, il y a un problème de narrateur faillible ici. Sinon après, il y a le... Il y a comment? Il y a un truc qui, par contre, je pense c'est un fait établi, c'est Wangnan qu'en parle, et Waryun, à propos justement du contrat d'immortalité du roi de Jahad, qui l'empêche d'être tué, et où elle dit... comment? En gros, c'est Wangnan qui dit ça, et Waryun qui lui répond, bah non, t'inquiète, tranquille, bam, c'est un irrégulier, donc ça passe. Mais d'un autre côté, il y a aussi ce truc de l'épine, je crois, enfin après, c'est dit à plusieurs moments aussi qu'ils sont immortels. Hein. Mais comment? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. Oui, si, on nous dit aussi à un moment que c'est l'épine qui permet de tuer le... Comment? Jahad. Donc je me demande s'il n'y a pas un double truc, tu vois. Il y a peut-être d'abord le contrat d'immortalité qui fait que seuls les irréguliers peuvent tuer les autres irréguliers. Et peut-être en second plan un espèce de contrat d'invincibilité qui est encore au-dessus de ce truc-là. Et qui demande, pour être rompu, d'avoir un pouvoir supérieur à celui d'un administrateur. Et que du coup, c'est pour ça que Bam a besoin de l'épine. Épine qui vient de Enryu. Enryu qui est supérieur aux administrateurs. Épine qui permet donc d'avoir un pouvoir supérieur ou égal à celui d'un administrateur. Et donc de passer outre le contrat d'invincibilité de Jahad, qui lui ne pourrait pas être rompu par un irrégulier classique. Je pense qu'il y a peut-être un truc comme ça, tu vois. Mais c'est compliqué. Les chefs de famille ont au moins 20 000 ans et n'ont pas tous au minimum 10 000 gosses, serait-ce une incohérence? Bah pas forcément, ils ont peut-être pas envie de baiser tout le temps. En vrai, plusieurs trucs, bah du coup, Gosho qui a répondu, ils les font s'entretuer, ça oui. Par exemple, enfin, surtout au niveau des Khun. Au niveau des Khun, je pense que c'est littéralement dit à un moment, les Khun, quand ils atteignent l'âge de 10 ans, ils sont tous mis en concurrence dans une espèce de concours où ils s'entretuent tous, et ils gardent que les meilleurs, quoi. Donc une grande partie des enfants, enfin des fils de Khun et Dan sont juste morts, en fait. Ensuite, je pense que il y a dans certaines familles, si on enlève Khun qui baise H24, il y a certaines familles où je pense le fait d'avoir un enfant est un peu un rituel important et pas un truc qu'ils font à la légère, tu vois. Troisième chose, pardon. Il y a le fait que le temps dans la tour s'écoule pas différemment du temps normal. À un moment, dans une note, Shu, il nous disait que... Comment? Les 5 ans d'ellipse, les 5-6 ans d'ellipse qu'il y a eu avec Bam, là, entre les deux saisons, ça équivalait à peu près à 1 ou 2 ans. C'est encore un truc... Donc ouais, le temps passe plus vite, entre guillemets. Enfin, non, c'est pas qu'il passe plus vite, c'est que... Une année, c'est pas si long que ça. Donc, voilà.
On va dire qu'une année, ça doit être 4 mois à peu près. Pour nous. Enfin bref. Non, en vrai, il y a plein de trucs qui justifient, mais voilà. Puis en perso, je suis déçu que le coup de l'épine avec la prophétie rende l'histoire de Bam un peu fataliste. En gros, sur le papier, ça nous prévient que le perso peut pas avoir de problème jusqu'à la fin de la prophétie. Mais justement, moi je pense que c'est... Je pense qu'au contraire... Au contraire, moi ça me... Comment? Cette histoire de prophétie, moi je le vois un peu comme un... Comme un mauvais truc, tu vois. Genre... pas comme un truc en mode, bah du coup ça va être facile pour le protagoniste, mais un truc en mode... bah, comment il va faire pour sortir de ce truc-là, tu vois. Surtout qu'en plus, cette fameuse prophétie, t'as la prophétie qu'Arlène, elle fait avec l'épine, tout ça. Et puis t'as la prophétie, comment? Qu'elle refait derrière, où en mode, bam, il va détruire la tour, il va la condamner et tout. Et du coup, en fait, moi, perso, ça me fait plus peur qu'autre chose, hein, sa prophétie. Hein. Genre, honnêtement, je me dis pas, ouais, c'est bon, bam, il est tranquille jusqu'à la fin et tout. Gustang aussi doit pas être très actif. Comme chez les Yeon, c'est limite une combinaison. Bah, d'après leur nom canon, ouais, les Yeon, il y en a un tous les 5 ans. Enfin, c'est même pas qui est autorisé à avoir la chef de famille, c'est qui est autorisé à coucher avec la matriarche, je sais plus comment elle s'appelle. Qui serait du coup la fille de Yeon Anna, mais on sait pas trop, enfin c'est un peu nébuleux. Là c'est du leur nom canon, ça a le temps de changer, ça peut changer dans le futur. Hein. Hillard, ouais, excusez-moi. J'avais mal révisé mon lore. D'ailleurs, soit c'est ma faute, soit c'est un peu dommage, mais on a vraiment très peu de suivi du temps depuis que Bam est arrivé. Genre, là, il met combien de temps à arriver à cet étage? Je crois que avant, enfin, quand on en était à l'arc du nid, on en était à peu près à 12 ou 13 ans, je crois. Je me souviens, on avait refait le compte. Electrica, il avait refait le compte à un moment. Il y a un suivi, mais genre, faut regarder dans les petits chapitres. Des fois, ils disent 6 mois plus tard, etc. Honnêtement, c'est pas évident à suivre, hein, donc c'est pas grave. Mais oui, c'est 12 ou 13 ans. Ce qui est hyper rapide en vrai comme ascension. Leur corps de la vitesse d'ascension, c'est Urek qui l'a fait en 50 ans. Pour ça, il peut battre leur corps d'Urek. Je suis pas sûr parce que Urek il était déjà pété de base et Urek on lui a pas cassé les couilles comme on casse les couilles à Bam donc c'est pas sûr, c'est sûr. Bizarre leur histoire Yeon aussi, ouais. Oui, oui. Est-ce que Yeon Anna a injecté son sang dans le corps de Hillard comme Jahed sur les princesses? Peut-être. Peut-être qu'elle a fait une naissance in vitro aussi, on sait pas. En fait, je me posais la question pour comparer à la vitesse des génies comme Urek. Bah en vrai, il est à peu près dans les mêmes... dans les mêmes... En termes de vitesse, là, il a quand même gravi 50 étages en 12 ans, donc... Il a fait, on va dire, un tiers du chemin. Tu multiplies par 3, ça fait moins de 50 ans. Mais bon, les premiers étages sont sûrement plus faciles que les derniers. Et surtout quand l'intrigue va se complexifier.
Si ça se trouve, c'est Hillard qui scelle les souvenirs d'Anna. Ouais, ah oui, d'ailleurs, c'est vrai. Oh, bien joué, Gaucho. C'est vrai que j'y avais pu penser, mais... peut-être que justement, les souvenirs d'Anna sont en lien avec une relation amoureuse qui s'est mal terminée. Ça expliquerait un peu son lore non canon. Et ça se trouve, justement, Hillard, c'est vraiment sa fille qu'elle a eue avec cette relation-là. Mais vu qu'elle a les souvenirs effacés... ils ont après camouflé la vérité et tout. Et ça se trouve, il y a que Hillard qui sait qu'elle est réellement la fille d'Anna. Allez, c'est bon, je vous ai fait une fanfic. Vous l'aurez vu ici en premier. Est-ce que les derniers étages prennent plus de temps à être franchis? Bah, sûrement, oui. Je pense que plus t'avances, plus c'est dur, à mon avis. J'aimerais tellement qu'il y ait une ellipse entre la saison 1 et la... qu'il y ait une ellipse comme entre la saison 1 et la saison 2, c'était tellement banger de voir le perso principal avec des capacités de terroriste à son retour. V dans les coulisses avec Yeon Anna, Gustang apprend qu'il trompe Arlene, ça tourne mal. Vas-y, ça y est, ça va faire des fanfics. Ton père est le pire. C'était donc ça, en fait. Toute ma théorie, toute la basa tombe à l'eau, en fait. Tu viens de niquer toute ma vidéo théorie. Enfin bref. Bon, je vais vous laisser là, je pense, parce que je suis vraiment fatigué, désolé. Et puis il faut que je me repose, parce que j'ai mon fameux triathlon dimanche. Faut quand même que j'ai mes heures de sommeil. Histoire d'être performant. Regardez là, comme j'ai l'air frais là. J'ai le visage qui transpire la sérénité, le repos. Ça se voit, je suis en forme. Par contre, bah, ça se voit, Bam a le meilleur potentiel. Bah, en vrai, ouais, je pense. T'es solaire, Lilian. Merci. Ah voilà, je vais appeler ça V le père d'Hillard. Bon, allez. On va s'arrêter là-dessus. Sur cette magnifique théorie. Allez, bonne nuit à tous. À jeudi prochain, du coup. Comme d'hab, entre guillemets, 21h30. Sûrement plutôt 22h, du coup. Je vous raconterai si j'ai foiré mon triathlon ou pas. Allez, salut. Bonne soirée et tout ça, tout ça.